Je suis en quête pour devenir graphiste pour le cinéma. Et je le savais pas encore à l'époque où j'ai réalisé ces projets, mais ça se traduisait très bien dans ma pratique. Je vais vous présenter tous mes projets réalisés dans le cadre des cours lors de mes 2 années d'études en design graphique, mais surtout comment j'ai essayé d'intégrer les accessoires graphiques et cinématographiques dans la plupart de mes projets. Alors j'ai conscience que la plupart des objets que vous allez voir par la suite ressemblent pas vraiment à ce qu'on pourrait voir dans le cinéma, mais il fallait quand même au départ que je suive la directive plus conceptuelle de ce qu'est le design graphique dans mon école. Mais au fur et à mesure j'ai réussi à affiner l'identité de mes objets de façon à ce que ce soit plus ressemblant à ce qu'on pourrait avoir dans les films. Ah oui, et aussi je voulais m'excuser si dans la vidéo je parais fatiguée ou démotivée. La vidéo que vous êtes en train de voir est assez longue, alors imaginez les heures de rush où j'ai dû parler face cam. C'était super long. Mais si jamais vous trouvez que cette vidéo est longue, n'hésitez pas à cliquer sur les chapitres qui sont disponibles dans la description. Ça peut vous permettre de regarder les différentes catégories qui seront présentes dans cette vidéo. Je vous laisse donc découvrir les projets qui m'ont permis d'être diplômée d'un DNA, donc d'un bac+3. En ce moment c'est un peu la période, en tout cas pour ma part, remise en question, concours, études. Bon, c'est vrai que je fais cette vidéo un peu tard pour vous aider à choisir est-ce que vous voulez intégrer une école d'art ou pas, parce que les concours sont déjà passés. Bref, mais gardez cette vidéo sous coude au cas où pour l'année prochaine. Mais moi j'avais besoin de décompresser en me faisant une vidéo parce que je suis aussi dans cette période, j'ai besoin de souffler un peu. Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo fin de cycle, comme j'aime les appeler. C'est-à-dire qu'à chaque fin de cycle scolaire, je vous fais une vidéo où je vous explique comment ça marche et où je vous montre mes productions. Je suis en école d'art, plus précisément en section graphisme, à l'ESSAD de Reims, qui est une école supérieure d'art et de design, spécialise notamment dans le design d'objets, design culinaire, design graphique et art. Mais ça j'en parle davantage du coup dans ma vidéo de première année en études supérieures. On est dans une école qui, comparée aux écoles privées, a beaucoup moins de financement, elle est déjà beaucoup moins chère. Justement en fait on se qualifie un peu comme école de la débrouille parce que on a quelques machines, on a quelques matériaux, mais on est beaucoup dans l'économie, la récupération, contrairement peut-être à certaines autres écoles qui elles vont plutôt s'accentuer sur le neuf et sur les budgets dont dispose l'école. Nous on est un peu dans l'esprit de on se débrouille avec ce qu'on a et on peut faire des choses vraiment très belles et très sympas avec seulement très peu de matériel. En tout cas c'est ce que vous allez voir quand je vais vous présenter mes projets. Cette vidéo c'est une vidéo fin de premier cycle. Fin de cycle, premier cycle. Je viens d'obtenir un bac+3 en design graphique et du coup il s'agirait de vous présenter mes productions de la 2e à la 3e année design graphique. Tout simplement parce que la première année en école d'art est une année commune aux autres sections. Là pendant les 2 dernières années je me suis vraiment spécialisée en graphisme et cette vidéo va surtout s'axer sur mes projets graphiques. Si ça vous intéresse de voir peut-être mes autres productions, vous pouvez retrouver mes vidéos dans une playlist prévue à cet effet. Mes vidéos sont en non répertorié, j'explique plein de choses et je donne plein d'infos concernant l'intégration en école d'art, comment ça se passe, toutes les questions un peu basiques qu'on pourrait se poser. Donc je vous invite à aller voir tout ça, surtout si vous hésitez à rejoindre des études artistiques, peu importe dans quelle tranche d'âge vous vous situez. C'est pas une licence, c'est un DNA qu'on obtient à la fin de nos 3 années de premier cycle. C'est un diplôme national artistique. Si je choisis de continuer mes études encore 2 ans, là j'obtiendrai un master et plus précisément un DNSEP. L'école d'art c'est une école qui est hors Parcoursup, tout simplement parce qu'on ne dépend pas du ministère de l'éducation mais on dépend du ministère de la culture. Et en fait c'est la ville qui paye l'école et non pas l'État. Donc je vais vous présenter mes travaux en design graphique. Design graphique c'est plus ou moins la même chose qu'infographiste, graphiste. C'est des métiers qui vont surtout changer en fonction du contexte du travail. Le design graphique c'est vraiment quelque chose qui englobe un peu tout ça. On fait du web design, on fait la création de logos, on fait des choses un peu plus conceptuelles, la création de livres, de choses comme ça. Mais en tout cas, nous en cours, pendant 2 ans, on a été amenés à travailler sur plusieurs aspects du graphisme, donc création de logos, création de magazines, création de sites internet, création d'identité graphique. Bah voilà, c'est un peu tout ce que du coup je vais vous présenter dans cette vidéo et ce que vous retrouverez de toute façon dans la vie active. C'est-à-dire que dans le domaine du travail, vous allez travailler pour des clients. Là, on a dû faire des sortes de simulations exactement pareilles en créant des identités graphiques fictives par exemple pour des entreprises, pour des musées. Oh bébé! À la fin de la première année d'école d'art, on a dû choisir dans quelle section on voulait aller. Et c'est vrai que je savais pas trop comment choisir. En fait, je voulais aller en art parce que je voulais être plus libre dans mes supports. Je voulais faire des choses un peu plus grandioses, un peu plus toucher un peu à ce que je voulais quand je voulais. Je me suis dit qu'en allant dans le graphisme, j'allais vachement m'enfermer dans l'ordinateur toute la journée. Je sais. Et au final, dans les mêmes supports tout le temps, en mode on va faire que des affiches, on va faire
que des livres et moi j'avais vraiment envie d'être assez diverse dans ma pratique et jamais toucher la même chose. Et au final, ça m'a vraiment plu d'être en graphisme parce que ça a un peu cassé ces a priori que j'avais et j'ai pu effectivement m'éclater. Mais du coup, contrairement à la première année où les cours étaient plus communs, plus larges, plus vagues, là, nos cours sont plus spécifiques, c'est-à-dire que évidemment on va avoir que des cours en rapport avec le graphisme, mais en première année on avait par exemple un cours qui s'appelait juste graphisme et on avait ça 1 ou 2 fois par semaine et là on n'a pas de cours qui s'appelle graphisme parce que tout est vraiment spécialisé. On va apprendre de la typographie, du graphisme de presse, de la sérigraphie, on va avoir des cours vraiment plus focus. J'expliquerai chaque matière après quand je viendrai à les présenter. Comme en première année, on a des petites classes, c'est-à-dire que là, on était 8, je crois, dans ma classe en design graphique, ce qui est très peu, et ce qui est un avantage pour évidemment le suivi et la relation qu'on a avec les profs, puisqu'ils vont pouvoir être plus tatillons avec nous, ils vont pouvoir un peu plus nous connaître, comprendre nos intentions. D'ailleurs, en parlant de ça, ce ne sont pas des profs ni des enseignants, tout simplement des gens du métier en fait qui viennent nous enseigner 1 fois par semaine. C'est-à-dire que du coup, on va avoir un cours le lundi matin et en fait les devoirs ce sera pour le lundi matin de la semaine d'après. Et c'est cool parce que du coup je trouve ça beaucoup plus enrichissant, on nous apprend un peu plus sur justement le travail quand on va quitter l'école et qu'on va arriver dans le monde du travail de façon plus honnête. Donc on avait pas mal de projets mais aussi pas mal de petits exercices pour comprendre le métier et pour apprendre les bases du métier, car c'est vrai qu'on oublie trop souvent qu'il y a du travail derrière tout ce qui est graphique. C'est-à-dire que tout le monde va se dire ok ça m'a apporté, je peux le faire. Si ça peut permettre un peu aux gens de comprendre un peu plus ce métier et de se prendre moins de remarques de ok moi aussi je peux le faire, je trouve que ce serait plutôt sympa. Et que non, on ne dessine pas seulement des lettres et non, on ne fout seulement pas des images sur PowerPoint. Pour la 3e année, on avait exactement les mêmes profs qu'en première, à part pour des cours un peu moins communs comme histoire du graphisme. Là, ça avait changé d'une année sur l'autre. Tous nos enseignants qu'on avait en première année, c'était des enseignants qui étaient là depuis X années. Et les enseignants, par exemple, d'histoire du graphisme, c'est des gens qui changent chaque année. Et en fait, le fait que ce soit les mêmes enseignants sur 2 ans, c'est assez cool parce que les 2 années se complètent. C'est-à-dire que la première année, on apprend surtout, nous, à connaître les façons de fonctionner des enseignants. Et eux, ils apprennent à nous connaître, nous, nos intentions et nos méthodes de travail. C'est avantageux pour le diplôme parce qu'on n'a pas à refaire toute cette démarche de ok comment l'autre il fonctionne, c'est quoi ses intentions, comment il travaille. Ça permet de ne pas passer trop de temps sur la compréhension de l'autre mais plutôt se focaliser sur le travail final. Et c'est pour ça que justement c'est assez rare d'intégrer une nouvelle école en 3e année et pas en 2e année. Avant de commencer les cours, on a eu, en tout cas en 2e année, 2 semaines de pré-cours. C'est-à-dire qu'on allait faire la visite des ateliers, on a passé des sortes de petits permis qu'on n'avait pas en première année. On avait fait de la sérigraphie, où voilà, on avait pu toucher un peu à tout. On était habitués, on avait déjà fait de la sérigraphie en première année. Mais c'est vrai que ça a été un plaisir d'en refaire à chaque fois, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse. La sérigraphie, c'est une méthode d'impression et en fait ça consiste à mettre de l'encre sur un tableau et on a juste à tracer comme ça et le motif qu'on avait imprimé à partir d'une lumière va se transférer sur le support. Moi j'avais décidé de réaliser des chaussettes pour mon copain. Là, vous les avez peut-être vu si vous avez vu le vlog que j'ai fait sur le road trip. C'est des chaussettes avec un bonhomme bâton et son prénom et honnêtement ça tient bien. Voilà, c'était marrant. C'est aussi pour montrer que voilà, on fait pas que des trucs sérieux, on peut aussi s'amuser. Bon là en l'occurrence c'était pas dans un cadre de cours, c'était plus dans un cadre d'atelier mais c'est toujours amusant. On avait eu également un workshop à ce moment-là, une semaine entière de workshop. C'était l'initiative des étudiants et plus précisément de la Cazotte. La Cazotte, c'est une association qui a été créée à l'ESSAD de Reims. C'est une matériothèque qui a été mise en place, c'est-à-dire qu'on vient déposer des objets, on peut en récupérer d'autres, des matériaux, du bois, de la pierre, des paillettes, je sais pas, tout ce que vous pouvez imaginer qui peuvent servir à la création de vos projets. C'est vraiment une initiative super cool, donc on a vraiment commencé de zéro et puis on a créé tout le bâtiment, c'est à dire qu'il y avait des groupes qui créaient une petite cabane, la décorer, il y en a qui s'occupaient de la signalétique, il y en a qui s'occupaient de récolter des matériaux et nous on voulait faire quelque chose de design graphique justement, donc on avait décidé de créer un jeu de société pour un peu occuper les gens qui vont être amenés à garder la Cazotte parce que c'est aussi des étudiants qui donnent de leur temps pour entretenir cette matériothèque, c'est-à-dire qu'ils viennent pendant leurs heures libres pour attendre la matériothèque des gens
et gérer les échanges. Donc on avait créé un jeu inspiré du loup-garou, qui est un jeu de société, un jeu de rôle, parce que je vous apprends rien, tout le monde connaît le loup-garou. Et on avait décidé de créer un capirou. C'est assez marrant. Je me rappelle plus honnêtement avec qui on avait travaillé, mais je me rappelle moi que j'avais fait toute la mise en page. Il me semble que j'avais travaillé avec Lilou Granville, avec qui j'ai beaucoup travaillé en première année. J'étais avec Danae, qui a un peu mené les rênes du projet, et j'étais avec Pauline, qui était vraiment chaud en illustration et qui nous avait réalisé toutes les illustrations d'Epi. Je vous mets évidemment les Insta des gens afin de vous faire des contacts ou peut-être vous intéresser à ce qu'ils font pour vous renseigner, leur poser des questions, je sais pas, sur les différentes sections. On avait une semaine de workshop qui était organisée à l'école qui s'appelle la semaine folle. C'était une semaine où en fait toute l'école se mélangeait pour créer des groupes et faire des ateliers avec des sujets, des thèmes différents. C'était une semaine vraiment de grande cohésion à l'école, tout le monde apprenait à se connaître. Avec le Covid on a un peu perdu ça et puis en plus on a changé de directeur entre temps. Ce qui fait que cette semaine de workshop a été un peu laissée de côté. C'est vrai que quand j'étais en deuxième année on a passé 6 mois je crois, si je dis pas de bêtises, sans directeur. Donc en fait on avait une administration mais c'était surtout principalement les étudiants qui géraient l'école. Ce que je veux dire c'est que du coup cette semaine a été repris et mené par les étudiants, ce qui était déjà le cas à l'époque, mais qui c'était surtout de base l'initiative du directeur. J'étais dans un groupe qui s'appelait I'm a Slave for You, Free Britney, qui parlait justement du coup de la chanteuse Britney Spears parce que c'était à l'époque où elle était libérée de sa tutelle, du coup c'était un peu un événement et on avait décidé de marquer le coup en créant un sujet. On était plusieurs étudiants de plusieurs niveaux. On avait fait une scénographie qui représentait une chambre d'adolescentes fan de Britney et l'avantage c'est que du coup on s'est tous divisé le travail pour pouvoir chacun apporter quelque chose dans cette structure en fait. Un groupe avait fait du coup un peu le coffrage, la structure de la scéno, de la chambre, d'autres avaient fait des plus petits projets à intégrer. Moi j'avais vraiment adoré parce que pour le coup je le savais pas encore mais ça rentrait dans ce que je veux faire plus tard, à savoir graphiste pour le cinéma, mais ça je le rabâche dans toutes les vidéos. Et avec une amie, Noémie Duchassin, on a repris un vieil ordinateur portable qu'on a pimpé en mode un peu comme on customisait dans les années 2000 nos portables avec des stickers, des paillettes, des trucs comme ça. Et on avait créé un skyblog sur l'histoire de la disparition de Britney. Et on avait toute une narration autour de cette scénographie. Oui, du coup on avait décidé de créer un skyblog avec vraiment les éléments un peu tape à l'œil de l'époque, les gifs paillettes dans le fond, du comics sans MS turquoise. Et ce qui nous avait un peu marqué c'était que en fait on avait des follow et des likes uniquement de vieux mecs de 40 piges et ça nous a un peu dégoûté parce que de base on prétendait être une ado de je sais pas 15, 14, même plus jeune qui tenait un blog. Ça a vraiment montré quelque chose d'impactant de savoir que ça attirait des vieux pervers plutôt que des filles de cet âge là en fait. En troisième année le workshop a continué. Cette fois-ci j'étais dans un groupe d'archives. C'est-à-dire que nous avons fouillé dans les archives de l'école. On est arrivé, il y avait des boîtes et des boîtes de pellicules, de photographies, de diapositives qui remontaient aux années 80-90. Ça a été vraiment un plaisir de replonger dans ces archives. C'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur les archives. D'ailleurs dans ma vidéo en prépa j'en parle beaucoup parce que le temps c'était vraiment un sujet que je traitais régulièrement et qui me passionne. C'est intéressant, on a un peu couru partout dans la ville à la recherche d'archives, qu'il y avait des groupes qui étaient partie interviewer d'anciens étudiants, des gens qui sont encore en contact avec l'école, des gens qui sont plus du tout en contact avec l'école. On était allé à la bibliothèque pour chercher des vieux articles sur l'école quand elle a été construite dans les années au 19e siècle. Encore une fois, il y a eu plusieurs groupes qui ont décidé de réaliser plusieurs choses. Moi j'étais avec une de mes amies qui s'appelle Louise Luga et à la fin on a fait une édition parce qu'on est en graphisme et que c'est vrai que les éditions c'est un peu ce qu'on fait régulièrement. Et puis c'était à ce moment là qu'on avait décidé de rebaptiser la semaine folle la semaine forte parce que justement en fait c'était une semaine qui était vraiment axée sur comment on peut renforcer le lien des étudiants, comment est-ce qu'on peut remettre en avant notre école. C'est une édition qui met en avant surtout la semaine folle et c'est assez marrant parce que du coup on voit aussi l'évolution des différents médias. Là on a des screens Instagram, puis on a du coup des diapositives, des VHS, on voit vraiment l'évolution de l'école à travers la semaine folle. Du coup si on a mis des anneaux, c'est pour pouvoir faire en sorte que ce carnet continue d'être alimenté. En fait c'était vraiment un plaisir de pouvoir voir des choses auxquelles on n'a pas accès d'habitude. Et pour suivre dans ce thème, à la fin de la semaine, les étudiants avaient organisé un pot où on devait venir habiller en une décennie précise. Perso, j'avais choisi les années 80 et tout le monde a joué le jeu, c'était trop cool. On a eu
un énième workshop, c'est peut-être le 3e dans l'année. En fait on en a beaucoup moins qu'en première année. Ils sont beaucoup moins amusants qu'en première année. Et là on a eu un workshop écriture. Sauf qu'en plus le workshop tombait en plein pendant les concours. Donc on a fait un peu autre chose à foutre que de faire ça. On a dû du coup écrire un texte de je sais pas 3000 signes sur un sujet de notre choix à partir de textes qui nous étaient imposés. Alors en fait j'ai plus le livre parce que je crois qu'on l'a donné au CDI, un truc comme ça. Moi j'avais choisi de parler de l'imaginaire comme échappatoire, donc le fait de regarder des films, des séries, lire un livre et de simplement sortir du quotidien par ce biais en fait. J'avais décidé d'écrire là-dessus et c'était pas très intéressant et en plus je sais pas, à l'époque j'avais vraiment énormément de mal pour écrire, pour lire, pour parler. Donc je ne vous recommande pas du tout ce que j'ai fait, c'était chaotique. Encore. On a eu un autre workshop durant l'année, c'était un workshop encore une fois catastrophique. Peut-être qu'en fait je garde juste un mauvais souvenir de workshop, que j'aime pas ça. Il y a eu un workshop qui a été réalisé avec l'artiste Aurélie Gache. Enfin, le sujet c'était instant clé. Alors je me souviens absolument pas, j'ai gardé aucune trace de ce workshop. Mais je crois qu'on travaillait un peu sur la nature, l'écologie ou un truc comme ça. Et qu'à la fin on devait faire un livre avec une reliure dragon un peu. Quelque chose qui se déploie, qui est assez graphique comme ça. On avait fait des screens de films où à l'intérieur représenter des trucs de la nature. Je saurais même pas vous dire, j'ai un peu honte de vous présenter ce projet, mais voilà, c'est pour vous dire qu'on a fait un projet comme ça, avec les masters graphisme. Avant de présenter les cours, j'ai présenté les options. En fait, à chaque semestre, on choisit une option. Au premier semestre, j'avais choisi l'option photo. On a eu des sujets basiques à respecter. Le premier sujet, ça s'appelait 5+1, une représentation des 5 sens, plus un 6e sens qu'on devait choisir. Moi, j'avais décidé à l'époque de m'inspirer des photos studio, c'est-à-dire des photos sous fond de couleur, un peu propre et tout. Maintenant, quand je les regarde, elles sont un peu dégueu mes photos. Elles sont fades, je sais pas, moi, elles me tentent pas de ouf. Puis on avait dû les imprimer et les exposer, je me rappelle. Et j'avais voulu m'inspirer du travail de Charlotte Abramow, notamment connue pour avoir réalisé les campagnes de la série Sex Education, mais aussi des photos pour Angèle. Évidemment, elle est bien plus que ça, je vous invite à aller voir son travail qui est remarquable, moi j'adore. Je trouve qu'elle a un univers qui est vraiment beau, poétique. Donc j'avais envie de faire des photos sur photo studio avec des choses suggérées, un peu jouer sur les mots, quelque chose de beau et poétique à la fois. Pour le goût, j'avais fait une cuillère avec des papillons dessus, histoire de représenter les papilles gustatives. La vue, j'avais fait quelque chose avec un cornet de glace, des espèces de diamants et des fleurs pour représenter la coronée, le cristallin et l'iris évidemment en achetant des iris. En vrai j'avais envie de faire des choses un peu suggérées comme ça, je trouvais ça beau. Et comme 6e sens j'avais choisi c'était l'instinct il me semble. Je sais pas, j'avais fait une sorte de représentation avec des clés et tout et je me rappelle à ce moment là j'étais pas chez moi, j'ai dû bricoler une sorte de studio et tout avec des fils que j'ai dû gommer sur Photoshop. Enfin bref c'était marrant, j'adore m'investir dans mes projets en vrai. Je sais pas, j'adore la débrouille, j'adore je sais pas. Et comme 2e sujet on a eu un titre qui s'appelait À la manière de. On devait choisir un livre photographique et copier, si je peux dire, la façon de photographier de l'artiste. Donc on devait reproduire à l'intérieur la même identité graphique que les autres avec les mêmes typos, la même mise en page. On devait avoir l'impression que ces feuilles avaient été détachées du livre mais qu'elles en faisaient partie de base en fait. Donc on devait pas avoir de différence entre nos photos et les photos de l'artiste. Moi en l'occurrence j'avais choisi le livre Bye Bye Polaroid de Gilles Wacky, où Gilles Wacky avait photographié des artistes cotés quand même. Et en fait chaque plasticien sont venus intervenir sur ces Polaroids avec leur pratique. Pour moi c'était un livre vraiment attrayant, il y avait une diversité qui vraiment m'intéressait et donc je suis partie à la recherche de plusieurs artistes dans le coin qui accepteraient de participer à mon projet. Donc en l'occurrence il y en avait 3. J'ai choisi Albert Bergeret qui était mon ancien professeur d'art au lycée et qui a une pratique bien à lui et du coup je trouvais ça intéressant. Je l'avais photographié avec mon Polaroid One Step. Le deuxième artiste que j'ai photographié c'était Frédéric Lieber. Si jamais vous avez la curiosité d'aller voir ma vidéo sur la prépa, c'était un artiste pour lequel on a participé à une de ses performances. Il était vraiment super sympa avec moi. Il avait représenté un peu sa pratique de dessiner des bonhommes bâtons. Et le troisième artiste que j'ai choisi c'est mon grand-père parce que c'est un artiste à mes yeux et quelqu'un qui compte beaucoup. Il était peintre à l'époque et je sais que leur maison est remplie de peintures qu'il a pu faire et c'est vraiment quelque chose que j'admire. Bon évidemment sa pratique a évolué
mais pas dans le bon sens depuis le temps. Je tenais à le mettre dedans. J'avais envoyé pas mal de demandes à des artistes, il y en a beaucoup qui ont baissé dans mon estime, il y en a qui m'ont répondu et puis qui après plus aucun signal. Ça m'a fait énormément plaisir de partir à la rencontre d'artistes et de pouvoir discuter avec certains. Je dis ça, j'en ai vu que un que je n'ai pas l'habitude de voir, enfin bref. S'il y en a qui me suivent, vous savez que j'ai une affection particulière pour le cinéma. J'avais choisi ça parce que forcément le cinéma ça m'intéressait de fou. Une semaine sur deux on regardait un film et la semaine d'après on en débattait. C'est la plupart du temps des débats philosophiques. Je m'en souviens plus beaucoup parce qu'on n'a pas eu énormément de cours. Je sais que le prof était régulièrement absent pour je ne sais quelle raison. Ça m'a pas énormément plu parce qu'on était vraiment dans un peu le cours classique. On était là, on écoutait. Après ça restait un débat mais je sais que moi je suis pas beaucoup intervenue parce que c'était des sujets sur lesquels, je vais pas dire que c'était des sujets qui m'intéressaient pas, évidemment ça m'intéressait mais je me sentais pas forcément concernée et pas forcément légitime d'en parler. C'est-à-dire qu'on s'intéressait beaucoup à tout ce qui était cause LGBT, queer, trans. Je me rappelle qu'on n'avait pas regardé beaucoup de films, on avait seulement regardé Some Like It Hot de Billy Wilder avec Marilyn Monroe dedans et Paris is Burning de Jenny Levinson. C'était vraiment de films que j'ai pas mal apprécié et puis suite à ça on devait rendre à la fin du semestre une dissertation du coup d'une analyse d'un extrait. Moi j'avais choisi le film du coup Some Like It Hot de Billy Wilder. Je me souviens que c'était une analyse qu'on devait faire mais pas au sens cinématographique, c'était plus une analyse philosophique du coup puisqu'on reste dans un projet de cinéphilo. En deuxième année, on avait dû choisir des options au début de chaque semestre. Moi pour les 2 semestres, j'ai choisi l'option sérigraphie qui est une technique d'impression. C'était vraiment une option pas prise de tête, en mode on fait ce qu'on veut, des projets perso, voilà. On avait réalisé un film avec des amis. Suite à la sortie de ce film, moi j'avais décidé de réaliser un livre que j'ai commercialisé après, mais je m'étais faite une édition perso et en fait dedans il y a une partie que j'avais voulu réaliser en sérigraphie parce que c'était une partie qui était axée que sur le graphisme, sur les réalisations qu'il y avait autour, genre les affiches, les CD qui sont à l'intérieur, les trucs comme ça. J'avais envie que cette page soit bleu foncé et le noir sur le bleu foncé ça marche pas, assez coûteux et assez rare de trouver de l'encre blanche. J'ai décidé de faire mes pages de couleurs en sérigraphie. C'était assez fastidieux parce que j'ai choisi une typo qui est très fine donc c'était galère. Sur les mailles de la sérigraphie ça passe pas toujours. On peut voir que ça bave par moment, on peut voir qu'il y a des défauts, c'est un peu dégueu. Mais ça a pu me permettre de vraiment me confronter à la sérigraphie et de pouvoir aussi faire des projets un peu plus compliqués que des chaussettes. J'avais aussi réalisé pour des amis. On voulait faire des gouttes personnalisées pour l'anniversaire de nos amis où on avait chacune dessiné un élément qui allait être amené à être imprimé en sérigraphie. Je voulais imprimer sur des gourdes en inox comme ça. On avait de l'encre à l'eau et donc l'encre à l'eau forcément ça tient pas sur ce genre de matière. Comme ça va être amené à être manipulé et tout, ça va vite se dégrader. Donc j'avais imprimé sur du cuir, du tissu. Ma mamie avait cousu des petites pochettes pour les gourdes. Il y avait aussi un autre projet que j'avais fait en sérigraphie, c'était des dessins de teinte sur teinte, du papier de couleur, donc avec une encre de la même couleur. Il y en a qu'on voit plus que d'autres évidemment, c'est peut-être au niveau des reflets. Encore un truc pas trop prise de tête. Ensuite, on a pu enfin commencer les cours. Premier cours, c'était un cours de photographie avec un photographe assez coté, il me semble, à Reims, qui est Jean-Christophe Ancher, qui réalise beaucoup de photographies journalistiques. Il me semble qu'il photographie l'humain et ses difficultés. On avait eu des cours de photographie, je pense, pour utiliser les objectifs, les focales, les histoires d'ouverture. On en avait déjà un peu parlé en première année, mais là, on a davantage exploré le sujet. Et évidemment, il nous avait donné des sujets où on avait dû réaliser plusieurs photographies. On avait eu un sujet qui était intérieur-extérieur. Je m'étais intéressée à certaines architectures de Reims, leur symétrie, leur forme, leur verticalité. J'ai vu ça surtout comme un exercice plutôt qu'un sujet en soi. Je me suis pas vraiment investie à 100% là-dedans. C'est toujours cool de pouvoir faire des choses différentes de ce qu'on fait d'habitude. Puis on a dû réaliser également des photos de nuit. J'étais à fond dans la photographie argentique, alors du coup j'avais testé quelques clichés à l'argentique et honnêtement j'étais trop fière de mes photos, surtout la photo de la place Royale. J'étais trop heureuse. On peut passer au premier cours, enfin vrai cours qu'on a eu. C'était le cours de graphisme édition. Enfin je considère plus ça comme du graphisme conceptuel, c'est-à-dire que c'est des choses qui moi personnellement ne m'attirent pas vraiment. Mais en tant que design graphique, j'imagine qu'on est obligé de passer par là. La plupart des personnes se dirigent vers ceci. Moi personnellement pas vraiment. Je me souviens on a eu un sujet réalisé en 1 semaine et je me souviens avoir dit waouh c'est chaud parce que moi
À ce moment-là, j'avais très peu confiance en mes projets et j'ai un peu paniqué dans le sens où j'avais pas pu avoir de retour en une semaine sur est-ce que je partais sur quelque chose de bien ou pas. Donc on devait réaliser une affiche A0 et je sais pas si vous vous rendez compte mais A0 c'est vraiment grand. Elle rentre même pas dans le cadre tellement elle est immense. Elle est en hauteur, alors vous imaginez en largeur. On devait réaliser une affiche typographique, c'est-à-dire une affiche en utilisant seulement la typographie, avoir du sens dans notre mise en page. C'est un sujet du coup à faire entièrement en autonomie, donc c'était un gros challenge pour nous. Moi j'avais décidé de travailler sur la musique Show Must Go On de Queen. Does anybody want to take it anymore? The show must go on. The show must go on. Yeah. Et j'ai choisi la typo qui est la Jill 100 parce que c'est la typo utilisée sur le site de l'association pour Freddie Mercury. Comme cette musique parle un peu de la fin tragique Freddie Mercury, j'avais décidé de choisir de faire une mise en page de quelque chose qui montait vers le ciel en fait, ça part en crescendo et j'avais également suivi un peu le rythme de la musique, c'est-à-dire que des fois on a des moments où ça commence doux, ça s'arrête, ça stagne dans le même dynamique et puis ensuite ça réaugmente. Je voulais traduire un peu ce rythme de musique et donc on a un peu continué ce sujet sur 2 autres sujets, c'est-à-dire que suite à ça on a dû en faire un livret. Moi j'avais choisi de faire un pliage parce que je voulais rester dans ce principe de déploiement, de montée, de crescendo en fait si je peux dire. On commence comme ça, voilà, on a un peu une sorte de montée, ensuite une nouvelle fois déployer, là on a les nouvelles paroles, puis encore une fois on déploie. Je l'avais imprimé au traceur et puis on avait encore la même contrainte, j'utilisais uniquement la typographie fond blanc, typographie noire. Et puis ensuite, suite à ça, on a dû faire un livre commun, c'est-à-dire que on a repris tous les livrets pour assembler toutes nos musiques et en faire un livret complet de chansons. Donc on avait combiné nos travaux avec les autres étudiants, mais on avait également comme contrainte de réaliser des photographies imprimées en riso. Moi j'avais réalisé des photographies de passants dans la rue et d'intérieur de sac à main parce que ça représentait un peu cette notion d'intimité. Voilà, on rentre dans l'intimité de quelqu'un et comme la musique parle notamment de la maladie du VIH qui est quand même hyper intime, voilà, je voulais rester dans ce cadre d'intimité. Du coup j'avais réalisé, ça s'appelle Double Vue, j'avais découpé ça à la laser je m'en rappelle, et notamment derrière avec le colophon qui se lit dans 2 sens. Voilà, j'avais réalisé un livre qui est en 2 parties comme ça. Il y en avait une partie imprimée à la riso et une partie imprimée au copieur pour des raisons d'économie tout simplement. Si ça vous intéresse, je vous invite à aller voir le compte Insta de ma classe. Voilà, on avait fait ça à l'époque mais on a dû poster 3 trucs dessus. Ça s'appelle Retour vers le Futura en référence au film Retour vers le futur qui était en plus mon film préféré à l'époque. Ensuite avec ce cours au 2e semestre il me semble on a dû réaliser des essais d'articles. Voilà, on devait apprendre comment des articles pouvaient être mis en page dans les journaux, dans les revues, magazines, etc. On a commencé à apprendre à comment se servir sur InDesign de colonnes. Je l'ai pas dit mais on utilise principalement, enfin même que la suite Adobe, c'est-à-dire InDesign, Photoshop, Illustrator, After Effects. On a commencé à apprendre ces systèmes de grilles, de marges, de lignes de base, de grilles de texte, d'alignement, etc. Et en fait c'était des cours simplement basiques pour apprendre comment fonctionnait le design graphique, des choses qu'on ne voit pas forcément nous en tant que spectateurs ou des gens lambda, mais au fur et à mesure que nous on apprend à percevoir en tant que graphiste. C'est malheureusement des choses un peu chiantes mais par lesquelles on est obligé de passer, mais c'était intéressant de pouvoir comprendre comment ça fonctionnait. Moi j'ai trouvé ça cool, enfin non en fait c'était horrible, j'aimais pas. Évidemment suite à ça on a dû réaliser un gros projet qui était notre projet du semestre. On a dû réaliser une revue, c'est une publication périodique sur un domaine précis alors qu'un magazine c'est souvent sur des sujets plus généraux. Je sais que j'étais un peu à la ramasse sur ce projet et en fait sur la plupart des projets de ce cours là j'avais vraiment du mal avec cette matière. On a dû choisir des articles qui étaient imposés. J'ai choisi des articles qui étaient tous centrés sur les images, sur les fausses images. Et c'est pour ça que j'ai décidé d'appeler ma revue Images falsifiées. Honnêtement, je me rappelle même plus de mes intentions. Mais je me rappelle qu'on a dû faire pas mal de tests d'impression. J'aime vraiment pas. L'intérieur est un peu dégueu. Les images sont dégueu. Les articles sont nuls. C'est pas un projet qui me tient particulièrement à cœur. Mais c'était aussi un moyen pour nous de découvrir l'impression sur des sites en ligne, le site qui s'appelle Lulu. Je sais pas trop quoi dire de plus sur ce projet. À la 3e année, on a eu un projet qui s'appelait du même titre. On a dû prendre un livre qui nous parlait. Moi j'avais décidé de prendre Le Temps de Marguerite de Vincent Cuvelier parce que c'était un livre qui m'avait beaucoup marqué quand j'étais petite.
C'était un livre que j'avais adoré, que j'aime toujours autant lire. En fait c'est un livre du coup qui oppose deux temporalités, qui oppose une fille qui vit en 2010 et une fille qui vit en 1910, qui n'a pas très bien plu au prof parce que lui il voulait des livres libres, des vrais livres. Il fallait reprendre un peu un principe de notre livre, donc moi c'était l'opposition de deux temporalités et en faire quelque chose. J'étais partie dans les archives de ma famille et au début j'avais voulu travailler à partir de gens qu'on ne connaît pas. C'est-à-dire que je suis tombée sur des photos de gens où personne dans la famille n'a pu me dire qui étaient ces personnes. Donc je me suis dit ok, il y a un truc à faire avec ça. J'avais testé en superposant des photos avant, maintenant, c'était vraiment quelque chose de chaotique. Honnêtement, vraiment horrible. Genre les semaines passées, j'avais toujours rien, bref. Je travaillais sur une histoire de mémoire collective, mais en fait je comprenais même pas ce que c'était. Enfin, et je me sentais tellement perdue, déboussolée que au final je me suis dit ok, je vais tout reprendre du début et je vais faire un truc totalement différent. Tant pis si ça foire, vaut mieux présenter un truc qui est foiré plutôt que rien. Donc j'ai repris de zéro et à ce moment-là j'ai aimé travailler un peu sur les aspects un peu psychologiques. Donc j'avais décidé de travailler sur l'effet Mandela, qui est un phénomène un peu de mémoire collective. Tout le monde va penser quelque chose qui n'est pas vrai. Voilà, en fait on va avoir des sortes de faux souvenirs et voilà, c'était vraiment cette notion de faux souvenirs qui était un peu revenue et sur lesquels j'avais décidé de travailler. J'avais pris des screens de films qu'on regardait tous dans ma génération quand on était jeunes et j'avais décidé d'intervenir dessus en modifiant, en supprimant ou ajoutant des éléments de façon à ce qu'on puisse penser est-ce que cette image est vraie ou est-ce qu'elle est fausse. Comme si j'inventais des faux cas d'effet Mandela. J'avais créé deux petits potes comme ça parce que en fait chez mes grands-parents les photos sont dans des boîtes à gâteaux. Lorsqu'on ouvre, alors je me souviens même plus quelle est la bonne version et quelle est la fausse version, mais lorsqu'on ouvre on a des images comme ça, des photos, des screens de faux effets Mandela. Je suis intervenue sur des éléments comme ça. Là j'ai mis la queue de Pikachu en noir alors qu'elle n'est pas... Elle est pas réellement noire. Voilà, je crois que là j'avais changé la porte de bout, un truc comme ça. Et de l'autre côté, on a du coup une vraie version avec des vrais dessins animés. Et du coup c'est la vraie version, j'ai rien changé du tout. Mais voilà, on a tout un tas de photos avec justement ces éléments qui ont été modifiés. Je me souviens que du coup ce projet nous avait pris quand même pas mal de temps, il avait empiété sur les 2 semestres. Du coup, au deuxième semestre, on n'a pas eu de gros projets, on s'est un peu plus focalisé sur le diplôme, mais on a eu un petit cours pour apprendre à réaliser des devis aussi. C'était intéressant, moi j'ai rien compris à ce moment-là et c'est là peut-être aussi où j'ai compris qu'il fallait peut-être que je prenne une année de pause pour prendre du recul sur plein de choses. Et honnêtement, j'ai plutôt appris à faire des devis par moi-même qu'en cours. Ensuite on a eu des cours de typographie. La typographie c'est un enseignement où en clair on dessine des caractères, c'est-à-dire des lettres. C'est super intéressant de pouvoir voir comment se conceptualiser des lettres, des caractères comme on appelle ça. C'est hyper minutieux, c'est un peu comme un travail de calligraphe et c'était vraiment super intéressant, j'ai adoré. La première chose qu'on a dû faire c'était une affiche à l'encre de Chine. Encore une fois, je vais pas vous sortir, tout est là, mais tout est enroulé et tout, et c'est un peu une galère de tout sortir. On a dû choisir un titre de musique, j'ai choisi Killer Queen. J'étais dans ma Queen area, je me souviens, on avait une sélection de typos. On a dû en choisir une et la déformer. Moi j'avais choisi la Trianon Texte Regular, qui est une typo à empattement. On a dû la peindre à la main à l'encre de Chine, et j'ai adoré parce que c'était vraiment hyper minutieux, ça demandait du travail et tout, et si tu te trompais il fallait tout recommencer. Puis l'encre de Chine c'est vraiment une technique que j'adore, je sais pas, c'est fluide, le temps d'attente de séchage. Puis ensuite on a eu évidemment quelques exercices, notamment la conception de mise en page pour des livres, genre livres de poche et tout, et c'est à ce moment là qu'on a appris les règles orthotypographiques. C'est les règles pour tout ce qui est histoire de espacement, lignes, drapeaux, on appelle ça les drapeaux, c'est un peu le dessin que forment les lignes. On a eu un autre projet qui était la réalisation d'une typo modulaire et d'un spécimen évidemment. Un spécimen c'est un petit livre qui présente notre typo et une typo modulaire c'est en clair une typographie où on utilisait des formes qu'on pouvait manipuler et créer un alphabet complet avec seulement 3 ou 5 formes par exemple. Moi j'avais voulu m'inspirer à l'époque des typographies des années 70. Voilà, je trouvais qu'il y avait quelque chose d'intéressant au niveau des courbes, des arrondis. Je sais même plus pourquoi j'ai été amenée à faire la typo que j'avais décidé de faire. Mais en clair, j'avais construit 5 pièces. Et avec ces 5 pièces, j'ai réussi à faire un alphabet complet. On a dû faire un spécimen typographique où on mettait tout typo modulaire avec la classe. J'avais réalisé ceci.
Voilà, j'avais choisi le livre de Sébastien Japrisso, Un long dimanche de fiançailles, et on retrouvait cet aspect de flou, de grisonnant, de bruit en référence au film. Du coup on a imprimé ces spécimens sur le papier recyclé à la Riso. Donc c'était cool de pouvoir un peu tester les machines que proposait l'école, c'était intéressant. À la fin de l'année, on a dû réaliser en groupe une Garald. Une Garald, c'est un type de typographie. Et c'est un sujet qui a été donné, mais à ce moment-là, j'étais malade, alors j'étais pas là. Je sais qu'on s'était inspiré d'une typo déjà existante qui s'appelle la Sabon Next. On a dû avoir un exercice où on devait tous reproduire une lettre de cette typo, et ensuite, en reprenant les défauts de cette lettre, c'est comme ça qu'on avait construit notre Garald. Chacun a différentes tâches. Je me rappelle qu'avec mon amie Amélie, on a dû réaliser, nous, la numérisation des lettres. On était assez efficace sur le logiciel Glyph. C'est un peu le logiciel que tous les typographes utilisent. Et à la fin, on a dû réaliser un spécimen typographique, encore une fois en Riso, où on avait dû choisir du coup nos œuvres, nos essais, nos esquisses et tout. J'ai choisi Nuit et brouillard de Alain René. Voilà, c'était super intéressant. Et je me rappelle qu'on voulait appeler la typo Gare à mon chien, et que le prof il a jamais voulu. J'adore cette typo, et des fois je la réutilise. Je la réutilise dans mes éditions, dans les trucs comme ça, dans mes portfolios. On n'avait pas de majuscules, mais en vrai je trouve que cette typo est vraiment super belle et agréable. Moi elle me plaît. Cette fois-ci, nous avons dû créer une typo de A à Z et solo. On avait comme contrainte de reprendre une œuvre d'une exposition de fonds régional et de s'en inspirer pour créer notre typo. Moi j'avais choisi une œuvre de Dora Garcia qui s'appelle Forever, qui est une œuvre qui est exposée au FRAC de Lorraine depuis 2004, et c'est une œuvre dans laquelle l'artiste a disposé une caméra dans le coin d'une pièce du FRAC de Lorraine et observe à travers un serveur tout ce qui s'y passe. J'ai décidé de me focaliser plutôt sur la webcam, qui est l'outil utilisé et importante dans cette œuvre. J'étais partie à la recherche de mes vieilles cassettes VHS que j'avais lues sur ma télé, et à partir de là j'avais dessiné à la main les formes que suggérait mon œil avec les défauts des écrans cathodiques. Il est plus bombé, on a des pixels qui sont plus définis, et du coup avec tous ces défauts là j'ai décidé de les dessiner et d'en faire ma typo en fait. On a dû passer par Glyph, vectoriser notre typo et tout, c'était assez marrant. Enfin je sais que j'avais bien aimé faire ce projet, et à partir de là on devait en faire une affiche et un spécimen. Moi je voulais travailler sur la superposition, vu qu'en fait il s'agissait d'une typo monospace, c'est-à-dire que c'est une typo où chaque caractère ont la même superficie, la même taille en fait, comme si vous aviez un carré qui était dessiné et que tout rentrait dans ce carré en fait. Un I sera de la même épaisseur qu'un M par exemple. Du coup je voulais travailler sur cette superposition que j'ai retranscrite dans mon spécimen typo en imprimant sur du cal. C'est un truc que les profs n'aiment pas du tout, mais là je trouvais que ça faisait sens, puisque on voit du coup forcément mes typos au travers quoi. Voilà, j'avais créé un tout petit spécimen qui rappelle justement les écrans de téléphone, et puis dedans j'avais voilà, des exemples de ma typo de texte, l'histoire, la conception, ce qu'on retrouve dans un spécimen typographique finalement. Sur la fiche, j'ai voulu un peu plus mettre en avant ce côté webcam par défaut. En fait on devait construire notre affiche uniquement avec notre typo, donc c'était une affiche typographique. Il fallait que sur notre affiche il y ait les éléments en rapport avec l'exposition, donc la date, le lieu, etc. Et donc j'ai choisi de traiter ces informations par défaut comme les informations par défaut qu'on pourrait avoir sur les webcams. Donc la date, le lieu sont placés en haut comme ce qu'on pourrait avoir sur les webcams. Et par contre le nom de l'exposition et le nom de l'auteur, elles étaient traitées comme une image qui pourrait sortir du cadre par exemple. Et en fait je l'avais imprimé sur plusieurs A4 au copieur, et en fait ce qui était intéressant c'est qu'on voyait les défauts du copieur. Je trouve que ça accentue vraiment du coup l'idée de ma typographie en fait. Puis au deuxième semestre on a dû changer de prof parce qu'il était tombé malade je crois. Du coup on a eu une intervenante, donc cette fois-ci on devait créer une deuxième typo. De base c'était censé être une variation de la première, finalement on a pu faire un peu ce qu'on voulait. Donc moi j'avais envie de m'intéresser au psychologique, et donc du coup je m'étais intéressée à la synesthésie graphème couleur. Et dans ce cas là c'est un phénomène neurologique où les personnes associent la couleur aux lettres. Je sais que c'était moi un projet sur lequel j'étais assez confiante. L'enseignante n'était pas emballée dès le départ, et du coup elle m'a un peu coulée tu vois. Enfin je me rappelle que le rendu était chaotique, catastrophique, que j'ai pleuré, enfin
Voilà, pourtant j'étais assez confiante dans mon projet, donc dites-moi si vous comprenez quelque chose ou si c'est vraiment chaotique. En fait, vu que j'avais envie de m'intéresser à ce phénomène, j'avais décidé de travailler sur un alphabet phonétique. Pourquoi? Parce que en fait ce phénomène est plus fort quand la langue est phonétique. Une langue phonétique, c'est une langue, par exemple le finnois, où un O sera égal à un O. Alors que nous, un O, ça peut être E-A-U, A-U, il y a plusieurs façons d'écrire le son O, alors que un O c'est un O, un E c'est un E en fait. On n'a pas toutes ces notions d'orthographe et c'est vraiment une langue qui, quand on dit comment t'écris ça, bah comme tu l'entends, bah là c'est exactement le cas en fait. Et j'avais décidé de m'intéresser justement à l'alphabet phonétique, qui est un peu différent de l'alphabet latin, mais qui est quand même assez semblable sur quelques points. Et en fait les synesthètes associent la couleur la plus commune à la lettre la plus commune. C'est-à-dire, imaginons la lettre la plus commune c'est le A et la couleur la plus commune c'est le jaune. Et bien, quand ils vont voir la lettre A, elle va être perçue en jaune. Moins la lettre va être utilisée, plus la couleur sera fade. Donc j'ai créé un nuancier qui traduit en fait ces alphabets et cette perception des couleurs. J'avais envie de créer une typo colorée plutôt qu'une typo qui s'attarde sur le caractère. Là, je voulais vraiment m'intéresser à la couleur. Je sais pas, pour moi ça me paraît clair, même là quand je le réexplique, je comprends pas pourquoi personne n'a capté. Je sais prendre du recul sur mes projets et dire ok, là c'était de la merde, mais là j'arrive pas à comprendre. Du coup j'ai associé chaque caractère phonétique à une couleur. Nous avons eu des cours de multimédia, c'est-à-dire que on a testé plein de choses en rapport avec le code principalement et les techniques de médias. C'est-à-dire qu'en premier lieu, on a testé le HTML. Alors j'y connais pas grand-chose et honnêtement ça m'intéressait pas trop. À part en première année, en vrai j'étais trop chaud et j'avais adoré ça. Mais en clair c'est une méthode de codage pour créer des sites web. Du coup on avait fait pas mal de petits exercices par-ci par-là, c'était intéressant. On avait pu découvrir comment intégrer des typos, comment placer du texte, des formes, des sortes d'effets, de clics, de survolage. C'était assez intéressant à cette époque, j'aimais bien. Et puis après je suis devenue nulle, du coup j'ai pas aimé. On a aussi étudié le processing. C'est un peu la même chose mais avec des choses un peu plus fantasy. C'était plus des créations d'effets un peu plus spectaculaires. Puis après on a eu d'autres sujets un peu différents. On a eu un sujet qui consistait à réaliser des pictogrammes. Donc là on a surtout appris à utiliser Illustrator et ses outils, notamment la plume. Donc on avait réalisé d'autres pictogrammes avant mais on a eu un sujet qui se centrait vraiment là-dessus. On devait réaliser des pictogrammes de JO, des Jeux Olympiques. Moi en l'occurrence je m'étais inspirée des Jeux Olympiques de Nagaro en 98. Pour réaliser ces pictos je m'étais inspirée d'un temple de la ville, le temple Zenkoji, qui est connu pour ses sortes de courbes et ses pointes. Et du coup c'était ces éléments là que j'avais envie de reprendre pour mes pictogrammes. C'était un défi assez complexe mais intéressant. Et c'est cool de travailler avec des contraintes comme ça visuelles, moi j'aime bien. Puis ensuite on a eu un autre sujet qui consistait à réaliser un mode d'emploi pour l'objet d'un film de science-fiction. Moi en l'occurrence je m'étais intéressée au film Tron Legacy qui a été réalisé par Joseph Kosinski, histoire d'un gars qui rentre dans un jeu vidéo. Au début je voulais m'intéresser au film Retour vers le futur mais c'était un peu du vu revu, le prof il en avait marre, il était en mode non on tèche ça, c'est trop évident. Je me suis intéressée plus précisément au disque d'identité parce que je sais que la notion entre le réel, le fictif et l'identité c'était quelque chose qui revenait beaucoup dans mes projets. Un peu comme le personnage principal qui rentre dans le jeu, là ce projet nous amène à rentrer dans une dimension virtuelle. J'ai choisi de représenter quelque chose en réalité augmentée. C'est juste un détail dans le film, on n'en parle pas vraiment et pourtant là je lui donne de l'importance dans la réalité. Pour cela j'ai créé un disque d'identité. C'est-à-dire que j'avais repris un document d'impression 3D et j'ai imprimé le disque en 3D et ensuite je l'ai peint et en fait je l'ai disposé comme ça. J'ai utilisé Adobe Aeros et lorsque l'application détecte le disque, en fait il y a une fiche qui apparaît et cette fiche c'est un mode d'emploi. En l'occurrence ma fiche d'identité parce que je trouve ça toujours super cool de m'intégrer dans des projets, dans les films. Voilà, c'est un peu un fantasme qui devient réel en m'intégrant. C'est un peu une critique des films de science-fiction parce que j'ai décidé d'y apporter des éléments qui sont utiles à la compréhension du mode d'emploi, mais également des informations qui servent juste à décorer, genre des espèces de petits graphiques, des cercles, enfin, je sais pas, des trucs qui servent à rien. Une sorte de critique des films de science-fiction parce que souvent dans les films comme ça on a des panneaux avec un dispositif graphique un peu incompréhensible et qui sert à rien pour nous montrer un peu la complexité des machines alors qu'en fait
Et d'ailleurs il y a un site qui parle de ça, Sci-Fi Interfaces, et en clair c'est un film qui parle justement de ces représentations d'éléments graphiques qui servent à rien dans les films. Et en fait il y a un gars qui a décidé de un peu traduire ces éléments dans la vraie vie sur est-ce que c'est plausible ou pas, est-ce que les calculs complexes qui sont là sont des vrais calculs qui veulent dire quelque chose, est-ce que la formule est réelle, est-ce que c'est cohérent, est-ce que ça fonctionne dans la vraie vie. Et c'est vraiment un site super cool que je vous invite à aller voir. Il y a la plupart des films qui sont représentés et ça m'a servi également pour le projet de mode d'emploi et c'était cool, j'aime bien. Pour la matière multimédia, c'était un peu différent de celle de la deuxième année. On avait quelques projets HTML à faire mais seulement des exercices. Cette fois-ci on ne travaillait pas sur Atom comme on a pu le faire en deuxième année, on travaillait sur Glitch. Cette année-là, c'était vraiment pas une matière qui m'intéressait, j'y arrivais pas, en plus je comprenais rien, ça me saoulait. Alors qu'en deuxième année, j'avais adoré, j'avais quand même fait quelques exercices, on va dire le minimum requis. Sinon, on a eu d'autres petits projets un peu à faire sur l'année, notamment un projet qui s'appelait Phonopaper, où en fait, c'était une sorte de petit atelier qu'on a dû faire en groupe, où j'étais avec ma copine Amélie Sampé. On a dû se servir de l'application Phonopaper, qui est une application qui permet de donner un son à une image. C'était plutôt un travail de recherche, un mini-atelier, je sais pas trop, un exercice. C'est pas vraiment un projet avec un sujet quoi, c'est pas un truc incroyable de ouf. Nous on s'était intéressé au scénario du film Sound of Metal, qui est un film qui raconte l'histoire d'un musicien qui a perdu l'ouïe. Et je sais que dans un premier temps on avait mis en page le scénario, c'est-à-dire qu'il y avait des moments où le personnage criait, du coup on mettait le texte en plus gros. Et puis ensuite on avait lu avec Phonopaper et on avait obtenu un son avec ça. Je sais qu'il y a des gens qui ont réutilisé un peu ce procédé dans des projets qu'on a vu faire plus tard en troisième année. Mais moi c'est pas un truc qui m'a spécialement intéressée. Donc bof quoi. Ensuite on a dû faire un projet au deuxième semestre qui était censé être un projet interactif. Ça devait être un truc où le spectateur intervenait justement dans ce projet. Il y avait plusieurs choix et lui il choisissait ses choix. Comme j'ai pu vous le dire dans certains autres projets avant, je m'intéressais beaucoup à l'aspect psychologique à cette époque et donc là je voulais travailler sur l'aspect de déjà vu. C'est pour ça que j'ai recréé une journée de mon quotidien qui font parfois des sauts temporels en arrière, en avant et du coup je trouvais que ça collait bien avec cette impression de déjà vu. Le spectateur devait faire un choix sur les actions que j'allais faire dans ma journée et forcément ces actions allaient influencer la fin de l'histoire. Donc voilà, je me suis inspirée de l'épisode de Black Mirror Bandersnatch. J'avais filmé vu du haut comme si le spectateur voyait mes yeux. Je vous mets le lien dans la description si vous voulez jouer, si jamais ça vous intéresse, enfin jouer. On avait dû réaliser au départ une arborescence, c'était vraiment le plus long ça. Une arborescence avec tous les choix possibles à faire dans notre narration. Ça c'était vraiment le plus compliqué, le plus lent. Je sais que le prof voulait qu'on utilise les IA. On avait dû utiliser ChatGPT pour faire notre narration. Puis ensuite j'ai codé et voilà. Nous avons eu des cours de édition presse. Là c'est un cours qui moi me plaisait davantage. On a réalisé des objets graphiques qu'on peut retrouver dans la presse. Des couvertures de magazines ou des choses comme ça. En premier lieu on a réalisé une planche anatomique. C'est-à-dire qu'on devait inventer une sorte de chimère d'animal qui n'existait pas. Je m'étais intéressée à l'époque aux animaux aquatiques. Je m'étais inspirée des petites pieuvres adorabilis là et des méduses pour créer mon animal fictif. Et voilà. Je me suis inspirée des représentations un peu scientifiques de l'époque dans les années au XVIIIe siècle et j'ai décidé de refaire des dessins là-dessus. J'avais surtout travaillé le pointillisme, c'était quelque chose de très minutieux, de hyper long. C'était vraiment une satisfaction au final quand je vois mes dessins, je les trouve vraiment, je sais pas, ils ont quelque chose qui moi m'attire et mon animal est vraiment trop mignon. On devait inventer une particularité pour cet animal et moi il a la particularité de pouvoir se tordre dans tous les sens, de prendre une forme de flèche pour attaquer les prédateurs. Enfin, avec le recul évidemment mes dessins sont très qualitatifs d'après moi, mais le fond un peu carte pirate c'est un peu dégueu. Mais je m'étais inspirée justement des cartes marines de l'époque en utilisant justement une grille et une typo qui était utilisée dans les cartes du 19e siècle. On a ensuite dû réaliser une couverture de magazine. Pour un magazine fictif il me semble qui s'appelle Disorder. Le prof nous avait imposé un thème. J'avais eu le thème de relations sexuelles qui était en baisse. Donc c'était un sujet super marrant parce que c'était pas du tout quelque chose dont je parlais. Du coup j'avais réalisé une fiche comme ça d'une page Pornhub qui est
introuvable. Sexe introuvable, suite à une hausse de fréquentation de sites pornographiques, les relations sexuelles sont en chute. Maintenant je ne sais pas si c'est toujours aussi pertinent. Voilà, c'était surtout apprendre à construire un visuel qui était pertinent, tape à l'œil, qui fonctionnait pour une page de couverture. Mais je sais pas trop si dans la composition c'est vraiment ça, parce qu'à l'époque on n'avait pas vraiment appris, enfin du moins quand on a créé cette affiche, on n'avait pas vraiment appris à composer une image. Enfin, pour le deuxième semestre, on avait dû créer un almanach. Moi je m'étais intéressée à la mer, parce que c'est quelque chose qui est assez important dans ma famille. Pour moi c'est composé en plusieurs parties. En fait c'est un almanach qui se déploie, voilà, comme ça, avec les différentes catégories derrière. Donc cet almanach perpétuel est censé être à destination de marins qui pourraient être amenés à voyager. Ça servirait de divertissement pour leur périple en mer. On a plusieurs catégories qui sont représentées: culturelles, interviews, jeux, littérature et code de la route des bateaux. Et je me suis inspirée pour réaliser ça des codes des drapeaux marins. C'est-à-dire que les drapeaux marins sont un peu spécifiques par leur forme et leur couleur. C'était un élément graphique que j'avais envie de reprendre. Donc ça a également été un peu une contrainte, parce que quand j'ai dû réaliser des sortes de petites illustrations ou pictos, j'ai dû suivre ces éléments un peu minimalistes pour pouvoir réaliser ces illustrations, et du coup on est un peu sur quelque chose d'abstrait mais très intéressant. Lorsqu'on déploie ceci, on tombe sur une carte fictive qui est justement inspirée aussi des codes de cartes marines, où là cette fois-ci on retrouve les mois, on retrouve les saints, les jours, les événements. Et vraiment j'avais bien aimé ce projet. Ça se divise en 4 almanachs, 4 trimestres, et lorsqu'on déploie toutes les cartes et qu'on les assemble, ça nous fait une année entière. Pour moi c'était vraiment le cours le plus enrichissant qu'on ait eu sur les 2 années. Peut-être parce que c'est quelque chose qui me parlait plus, quelque chose que je préférais, je ne sais pas. Dans un premier temps, on a dû réaliser un logo qui est essentiel quand on veut être graphiste finalement, parce que c'est un peu la chose la plus connue et la plus demandée. On a eu comme contrainte d'avoir un animal qui nous était imposé. Moi j'ai eu le flamant rose. Et suite à ça, on a dû construire un logo autour du flamant rose. Donc on a fait plusieurs essais, etc. Voici mon logo. Bon, je suis assez contente, il est pas trop dégueu, il est plutôt simple en vrai, je l'aime bien, voilà, il est sympa. C'était surtout un exercice en fait, plutôt qu'un projet j'imagine, où on a appris justement à normaliser les logos. Vous voyez souvent peut-être sur internet passer des images de logos avec ces formes de composition, les cercles, les carrés, etc. Et c'est ça normaliser en fait, c'est faire en sorte que le logo soit harmonieux, que tout soit un peu lié. Donc le deuxième projet c'était data, en fait on devait choisir une data quoi, un truc avec des chiffres et tout, et le représenter par une image sans Photoshop. Il y a eu vraiment des projets super intéressants, j'avais bien aimé tout ce qui se passait, tout ce qu'il y avait eu. Moi j'avais décidé de travailler sur les cold cases, qui sont du coup des affaires non élucidées. J'avais représenté ça avec des boîtes de puzzle que j'avais emboîtées et que j'avais rangées dans une sorte de dossier. Je trouvais que l'idée était pas mal, mais je pense qu'elle aurait été mieux si elle avait été réalisée autrement. Il y avait la base un peu avec le puzzle et le dossier, mais une façon différente peut-être de pouvoir un peu la travailler, surtout que mon image était fade, genre j'aurais pu ajouter ça avec des couleurs, avec une lumière, une ambiance, et là il n'y avait pas trop dommage, il n'y avait pas trop d'intérêt dans mon truc. Mais justement j'ai pu un peu revenir là-dessus sur le projet du deuxième semestre. Et comme projet qu'on a eu à réaliser aussi, on a dû choisir un musée et réaliser une identité fictive pour ce musée. Moi j'avais choisi le Jeu de Paume, qui est un centre de photographie et de vidéo il me semble à Paris, je crois, si je dis pas de bêtises. J'avais décidé de me pencher sur l'histoire du lieu, qui est un ancien terrain de jeu de paume, qui est un peu l'ancêtre du tennis. Je m'étais intéressée à ces éléments un peu, j'avais utilisé les formes graphiques de la structure du terrain pour pouvoir s'intégrer à mes affiches et reposer mon texte là-dessus, à l'endroit, à l'envers, un peu comme les va-et-vient d'une balle. C'est vrai que j'avais pas réfléchi, mais il y a eu un étudiant qui m'a un peu été pertinent, il m'a dit « Ah mais en fait t'aurais dû mettre tes lignes genre à l'horizontale pour représenter des expositions vidéo et à la verticale pour les expositions photographiques », et en fait j'ai fait l'inverse. Pour les visuels, j'avais repris des visuels des expositions qui étaient à ce moment-là. Les affiches sont là quelque part, mais elles sont un peu grandes et enroulées pour que je vous les sorte. Mon affiche préférée, elle ne rentre même pas dans le cadre, donc j'ai réalisé un magazine sur la fascination qu'on a envers les serial killers. Donc c'est un magazine qui traite uniquement de ça, tous les sujets qui sont à l'intérieur le sont. C'est un magazine en anglais parce que j'utilise des termes qui sont appropriés et qui ne sont, je dirais, pas traduisibles en français. Je parle d'hybristophilie, de murderabilia, copycat, et en fait ce que je trouve intéressant c'est que j'ai décidé justement, on voit notamment avec la couverture, d'utiliser mes mains plus que l'ordinateur pour pouvoir créer tout ce qui se passe ici.
C'est-à-dire que j'ai laissé des empreintes, j'ai dessiné avec les mains, j'ai découpé, j'ai collé, j'ai assemblé. C'est un magazine qui est rempli uniquement de scans et de subtilité, je dirais. Là, on a des photos de lettres, par exemple. C'est un article qui a été uniquement écrit sur des feuilles avec une lettre. Là, on a des sortes de découpage. Là, voilà, on a genre de l'assemblage, genre j'ai déchiré des feuilles et tout. J'ai joué vraiment sur les scans, les superpositions, le fait de vraiment intervenir avec mes mains. Et si j'ai décidé justement de faire ça, c'était justement en rapport avec les tueurs en série qui font ces crimes de leurs mains. Je dirais pas me rapprocher de leur technique parce que c'est hyper glauque, mais voilà, il y a un lien en fait entre les deux. Et j'adore parce que c'est vraiment un magazine que j'ai essayé, je me suis amusée à faire, il est rempli de subtilité. Là par exemple, il y a une pub de Serial Killers et c'est des Pogouts de clowns parce que Pogo le clown et les Goats, c'est une céréale aux États-Unis et tout. Enfin, j'ai adoré faire ça. Et franchement, je l'aime tellement ce magazine. Et il est d'ailleurs disponible à la vente si ça vous intéresse de le lire. Je mets le lien dans la description, le lien de mon Etsy pour pouvoir l'acheter si ça vous intéresse. Ça m'a pris tellement de temps à faire ce projet, mais ça a été vraiment tellement une satisfaction quand je l'ai eu imprimé. Ensuite, on a eu des cours d'histoire de l'art, donc là c'était plutôt des cours un peu plus académiques. On écoutait, on prenait des notes, enfin c'était des cours un peu plus classiques sur l'histoire de l'art en général. J'ai pas grand chose à dire dessus. On a eu aussi également des exposés à faire sur des artistes. Moi j'étais avec ma copine Apolline Évrard et du coup on avait choisi de parler de l'artiste David Évrard qui a absolument aucun rapport avec elle, mais c'était assez marrant quand même, le petit clin d'œil et tout. David Évrard est un artiste, sculpteur, peintre, collagiste, écrivain, éditeur, né en 1970 à Bruxelles. Il aime réaliser des productions en élargissant le plus possible ses médiums. C'est d'ailleurs ce que nous dit Yann Perrault dans un de ses articles. Cet ensemble crée un univers en perpétuel renouvellement dans lequel certaines formes et certaines images sont récurrentes. Il se fait notamment connaître pour son livre Spirit of Ecstasy, sorti en 2012. Un roman qui nous livre son expérience joyeuse des expositions. Je me rappelle, on a eu une sorte de projet de groupe, un peu style escape game, concernant un projet de l'artiste Céline Duval. En fait, on avait une sorte de boîte avec des photographies, des livres, des écrits. On a dû un peu résoudre une sorte de mystère à travers ça. On a eu également des cours d'histoire du graphisme. Alors là, on l'a eu que pendant la deuxième année. Non, c'est vrai qu'on a eu un cours d'histoire du graphisme en troisième année, mais bon, on a eu genre 2-3 cours, je crois, en tout. Nos cours avec Héloïsa Pérez. C'est vrai que jusque-là, j'ai pas trop cité mes profs. Désolée. Pourtant, ils méritent tous qu'on leur donne de la force. Je me rappelle, on a eu des cours évidemment classiques sur l'histoire du graphisme. On a eu un sujet aussi. On avait des textes qui nous étaient imposés. On devait en choisir un et réaliser une édition à partir de ça. Moi, j'avais choisi le texte de Max Quesson, Indien le détective et l'ethnologue. Et je me rappelle, ce qui m'avait marqué dans ce texte, c'était l'importance du détail qui était souvent souligné. C'est-à-dire que l'auteur parle souvent du détail et j'ai trouvé cool de pouvoir faire une édition à propos de ça. Pour cela, j'ai réalisé un journal parce que du coup ça reprend un peu cette notion de détective, de détail, d'enquête de police et parce que c'est un grand format sur lequel je peux travailler justement les différentes tailles, typographies, images. Et du coup c'était intéressant pour le sujet que je voulais aborder. Donc c'est un recueil, si je peux dire, de différents textes que j'ai moi-même écrits sur des références cinématographiques, picturales, littéraires, qui parlent du détail. J'ai une partie évidemment où je travaille le texte, puis d'autres parties où je travaille l'image. Je l'ai fait imprimer en ligne aussi. Voilà, j'ai voulu mettre un peu en lumière tout ce qui était détail. J'ai aussi pu travailler les différentes échelles, comme je vous l'ai dit, comme vous l'avez vu, il y a des images qui sont vraiment placées en très gros, les légendes sont vraiment placées en petit. J'ai utilisé des typographies justement adaptées déjà au domaine un peu de journal, mais aussi à la taille. C'est-à-dire que j'ai utilisé par exemple la minuscule qui a été faite pour être utilisée vraiment en tout petit. C'est aussi le premier projet que j'ai étudié avec minutie au niveau des règles orthotypographiques, des grilles et tout. En tout cas dans la chronologie des cours. Même s'il y a une faute dans le titre que j'avais pas vu, je suis quasiment sûre d'être dyslexique. On a eu des cours un peu plus classiques forcément, des cours d'histoire quoi, où on écoutait et tout. Alors, ma caméra s'est coupée au moment où j'expliquais le sujet qu'on nous a donné au premier semestre de la deuxième année en design graphique. En clair, on avait une liste de graphistes qui nous était donnée et on devait en choisir un parmi ceux proposés et aller l'interviewer. Moi, j'étais avec Enora Bouzy et on a choisi d'interviewer Raphaël Bastide. Nous, on avait travaillé sur Each Page Function de Raphaël Bastide, qui est un outil qui remet un peu en question justement la place de l'outil dans le dessin. C'est comme un peu une page Word qui nous est donnée.
où il y a une consigne, un pinceau qui nous est imposé et au fur et à mesure à la fin en fait toutes les pages s'assemblent et ça fait un book qu'on peut imprimer et c'est assez intéressant de pouvoir un peu casser ce cours de on se limite seulement au prof et de pouvoir un peu sortir et parler à un créateur graphique. On avait été interviewé ce gars et puis on lui avait posé des questions sur son logiciel qu'il a créé. D'ailleurs si ça vous intéresse je vous mets le lien du logiciel. Enfin c'est pas un logiciel, c'est un site dans la description. Et du coup avec ça on avait fait un petit livre où justement on parle de son outil, on utilise... Voilà, là on a des exemples un peu des pinceaux qui sont imposés lorsqu'on utilise le logiciel. Là c'était assez intéressant, je trouvais ça cool. On a repris les mêmes codes que ce qu'il avait imposé et on en a fait une petite édition où on peut voir notre intable. Moi j'avais testé sur mon iPad donc ça donnait un résultat différent de quand on le testait sur l'ordinateur. C'était assez intéressant de pouvoir un peu découvrir justement des graphiques d'aujourd'hui aussi parce que c'est surtout des choses qui ont été faites récemment et de pouvoir échanger avec eux. On a eu également des cours de motion design. Je connaissais pas du tout, enfin du moins j'avais pas du tout eu l'occasion de tester ça, mais c'est vraiment quelque chose que j'ai adoré. J'adore la vidéo et du coup on a pu tester la vidéo. C'est en clair une méthode d'animation, mais au lieu du image par image comme on pourrait avoir dans les dessins animés, là c'est des illustrations qui sont vectorisées sur Illustrator et en clair à l'aide de petites clés placées sur des points stratégiques on anime on va dire informatiquement et donc c'était super intéressant. On a fait quelques tests au départ histoire de bien comprendre comment fonctionnait le logiciel After Effects et puis évidemment après on a eu un sujet qui était la carte de visite animée. En clair on devait présenter un peu notre univers avec nos informations classiques qu'on peut avoir sur une carte de visite à travers un motion design. À l'époque je m'intéressais beaucoup et un peu moins maintenant, c'est dommage, à la photographie argentique donc je voulais tourner ma carte de visite autour de ça. Donc c'est pour ça que notamment j'ai utilisé un ratio 4/3. Dans mon projet on retrouve du coup un peu les couleurs qui étaient souvent utilisées sur les pellicules photos, l'extérieur des pellicules. Pour ça également que ma vidéo est constituée d'un grain. J'ai fait pas mal d'illustrations à l'intérieur avec des références à certains de mes projets, des appareils photos que j'ai pu utiliser, des choses comme ça. Et franchement je me suis découverte une passion et pour être honnête j'étais pas trop mal hein. Enfin je veux dire je me débrouillais plutôt bien et mes rendus étaient pas trop dégueux. J'ai réalisé un générique Stranger Things. Alors c'est dans le cadre des cours évidemment, mais pour notre 3e année en motion design, j'ai voulu réaliser un générique Stranger Things. Là c'était assez différent du premier où je suis restée vraiment dans le 2D, parce que pour moi le motion design à la base c'était vraiment quelque chose qui était utilisé en 2D. Comme la plupart des vidéos qu'on a pour les présentations d'entreprise ou des trucs comme ça. Mais là en fait j'ai appris que c'était juste en fait placer des clés et animer à partir de ces clés. Peu importe la typologie de mes éléments finalement, tant qu'à la fin ils sont animés avec After Effects et sous forme de petites clés, c'est que c'est bon. C'était peut-être aussi un de mes projets préférés en 3e année, peut-être même en 2e en fait, c'était vraiment ce que j'ai préféré. Surtout que le sujet me parlait aussi. On a dû réaliser un générique de film ou de série. Moi je m'étais intéressée à Stranger Things. Je sais pas du tout pourquoi c'est une série qui revient dans beaucoup de mes vidéos. Pourtant avec le recul là c'est pas un truc qui me marque tant que ça. Voilà, c'était le moment où je voulais travailler un peu sur... les objets et tout et du coup j'ai décidé de créer des accessoires qui sont utilisés dans le film pour présenter le cast, pour présenter les réalisateurs et tout. On a des objets qui traduisent du coup les différents univers de Stranger Things. Bah là on a une cassette où on peut voir les réalisateurs de la musique. Je me rappelle que c'était un projet que j'avais vraiment bien aimé parce qu'il fallait que je cours partout pour aller imprimer au copieur, à la réseau, à chercher la bonne texture du papier, qu'est-ce qui va le plus faire en sorte que ça ressemble à ça ou à ça, à développer des techniques de falsification on va dire. Enfin c'était vraiment très intéressant. Mais malgré cette grande diversité, il fallait quand même qu'il y ait un aimant qui lit tous ces documents. Donc j'avais choisi d'utiliser une typo justement pour lire ces documents qui est la Benga, qui est la typo que on connaît parce que c'est celle qui est utilisée pour le logo Stranger Things et celle qui est utilisée pour les couvertures des livres de Stephen King. C'était quand même vraiment un plaisir de pouvoir réaliser un générique pour Stranger Things en espérant peut-être qu'un jour les réalisateurs le verront.
fin de l'année arrive et on a des projets un peu plus chill si j'ai envie de dire. Mais au deuxième semestre, on a eu un projet qu'on a dû réaliser avec la section design objet, qu'on a dû faire en utilisant Arduino. C'est une carte électronique équipée d'un mini contrôleur sur lequel on peut programmer des trucs et actionner comme un petit robot en fait. Enfin on n'avait pas trop compris, c'était un sujet un peu bizarre, on avait pas, enfin en tout cas moi j'avais pas trop kiffé. Je me rappelle on avait voulu faire une sorte de machine qui servait à faire de la sculpture en faisant fondre de l'étain, mais au final nos profs ont vu un truc un peu révolutionnaire en mode waouh mais vous pouvez créer de la typographie avec cette machine. Du coup on a commencé à coder sur je crois que c'est le logiciel Arduino en faisant en sorte que la machine créer les mouvements d'une lettre, d'un caractère. Voilà, et une fois fondu, on avait nos caractères qui étaient faits. J'avais réalisé ce projet avec Amélie Sampé et Mathis Marcepoil que vous connaissez parce que je l'ai cité. Si jamais vous avez vu ma vidéo concernant ma première année. C'était un projet un peu bancal, j'ai pas trop kiffé, mais bon, les profs avaient l'air d'aimer, donc tant mieux. On arrive à la fin de cette première année et je vais vous parler un peu des cours d'anglais. C'est le seul cours linguistique qu'on ait eu. On n'a pas vraiment eu de cours, c'est-à-dire que c'était un peu comme des heures d'atelier où le prof passait nous voir et en fait nous demandait de présenter nos projets actuels en anglais. C'était vraiment un moyen de progresser, je trouve. C'était vraiment cool et c'est dommage qu'on n'ait pas eu ces cours-là en deuxième année, mais je reviendrai dessus. Ça m'a fait un peu trop la peine parce qu'à un moment, il nous a demandé de réaliser un projet, mais il nous a dit oui mais vraiment vous réalisez ce projet, genre il nous avait pas donné de deadline ou quoi. Le sujet c'est de journée, on devait réaliser un projet en rapport avec notre chemin entre les SAD et chez nous. Et donc moi je me rappelle, j'étais partie dans un projet super ambitieux qui n'a jamais abouti, où je voulais réaliser une vidéo un peu à la Wes Anderson, où je divisais mon projet en 4 parce que j'avais 4 façons d'aller jusque l'école. Donc j'ai divisé ce projet en 4 saisons. J'avais fait appel à Cyprien Klein avec qui maintenant je réalise beaucoup de projets, et à JB, un de mes potes qui je trouve avait vraiment le profil pour être un peu le narrateur de l'histoire. Et voilà, je m'étais inspirée vraiment du style de Wes Anderson dans la création visuelle. J'avais réalisé des faux documents même pour les intégrer dedans. Et en vrai c'est dommage que ce projet n'a jamais abouti. Je devrais peut-être le finir un jour pour le présenter à mon prof. C'était assez marrant en vrai. Ouais, c'était un bon souvenir cette journée de tournage. Ça aurait été cool de pouvoir peut-être plus le développer. En troisième année, on avait aussi des cours d'anglais, mais là c'était des cours classiques. C'est-à-dire que là on était juste assis à écouter le prof parler et à faire des exercices d'anglais. Des exercices qui évidemment sont dignes d'étudiants en troisième année post-bac. J'avais l'impression de retourner au lycée. Et une matière qu'on n'a pas eu quand on était en deuxième année, c'est la matière qu'on a appelé graphisme master. C'est-à-dire qu'on avait cours avec un des enseignants du master qui était apparemment un peu plus semblable à des cours qu'on pourrait avoir en master. Pour ce cours, on était tombé au hasard sur des œuvres littéraires, au hasard. Et moi j'avais American Psycho de Bret Easton Ellis. Suite à cette œuvre qui nous a été attribuée, on a dû produire. Dans un premier temps, on devait réaliser une enseigne. C'est-à-dire que là on quittait un peu cet aspect de graphisme sur ordinateur et qu'il fallait voir plus grand, il fallait un peu s'associer avec les designers objets pour pouvoir créer quelque chose de grandiose, une enseigne qu'on pourrait avoir dans les magasins par exemple. J'avais décidé pour ce projet de m'intéresser un peu à l'aspect extérieur du personnage, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est très propre sur lui,
très dans le paraître, l'apparence, quelque chose de parfait, et qui la nuit devient quelqu'un de sombre. Donc je m'étais inspirée des enseignes qu'on peut avoir pour les magasins de luxe, donc ce qui sont souvent des enseignes en bois, lumineuses, avec un miroir et typographique. Donc j'avais repris la typo, la Garamond Classico SC, la typo utilisée dans le film American Psycho lorsque le personnage Patrick Bateman monte sa carte de visite. Donc c'est une typo qui est assez importante dans cet univers et c'est pour ça que j'ai décidé de choisir cette typo pour tous les projets qu'on a eu à faire en rapport avec cette œuvre. J'avais réalisé du coup une enseigne lumineuse où j'avais placé des LED, j'avais placé du miroir sans teint qui permettait lorsque j'avais mis ces LED rouges de voir la lumière passer au travers et de traduire quelque chose de un peu plus sanglant. D'un côté du coup on avait vraiment cet aspect de enseigne typographique lumineuse presque parfaite, miroir en bois propre, quelque chose de vraiment très classe. Lorsqu'on a quelque chose de plus sombre, ça traduisait vraiment le personnage de Patrick Bateman. Le dernier sujet de cet enseignement, on a dû réaliser, toujours en rapport avec American Psycho, des cartes postales. On devait choisir un destinataire, on devait choisir ce qu'il allait avoir marqué dessus. Moi j'ai choisi de réaliser des cartes qui traduisait la détérioration de l'esprit de Patrick Bateman. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'on lit le livre, plus on lit le livre, plus sa santé mentale se dégrade. J'ai traduit ça dans ces cartes postales en accentuant vraiment la typographie au fur et à mesure des cartes. J'ai décidé que Patrick Bateman allait écrire des cartes à lui-même. Dans le livre, il fait beaucoup de monologues, dans le film aussi, il me semble, et je me suis dit, mais qui de mieux pour traduire la folie de Patrick que Patrick lui-même. Là au début on a des choses qui sont plutôt chillax hein, comme on dit, mais au fur et à mesure on part dans quelque chose qui divague un peu. Et à la fin on a cette lettre où il confesse avoir tué des gens. Il fallait évidemment que je choisisse un visuel. Moi j'ai choisi des visuels de lieu de tournage du film Psycho de Hitchcock qui a inspiré justement cette œuvre de Bret Easton Ellis. Puis j'ai décidé de recouvrir ça de peinture noire parce que en fait dans le film tous les cadres photographiques qu'il y a dans l'appartement de Patrick Bateman sont recouverts de peinture noire et c'était un peu un clin d'œil du coup au film et au livre. Je ne pouvais pas finir ceci sans vous parler de mes projets de fin d'année, c'est-à-dire de soutenance et de diplôme. Là en l'occurrence je vais parler du projet de soutenance qui était un projet très bancal qui m'a tellement mis en danger pour mon passage en deuxième année, c'est-à-dire que j'ai eu 10 à ma soutenance, donc c'était la limite et je pense qu'ils m'ont mis 10 parce que ils savaient que j'étais une élève sérieuse, assidue et qu'ils avaient un peu de la peine pour moi. Ils m'ont dit bon on peut pas lui mettre moins sinon elle a pas son année, alors du coup ils m'ont mis 10. Alors je me rappelle, en fait je me rappelle rien du tout, c'était un moment dans ma vie où j'étais pas très bien et du coup j'avais décidé de réaliser des sortes de petites planches de Ouija, c'est à dire que je voulais élaborer un moyen de communication par l'objet et sans parler. Lorsqu'on veut quelque chose on a juste à souligner un mot. Vous voyez que c'est très joyeux, mort, jalousie, secret, trahison. C'était à l'époque où j'étais un peu perdue dans ma pratique, je savais que j'adorais l'objet, je voulais vraiment mettre l'objet en avant dans ce projet. J'avais découpé ça à la laser mais le truc est 10 fois trop épais, en bref c'était un calvaire, c'était vraiment très bancal comme projet, je sais même pas en parler, c'était nul. Il y a un truc auquel j'avais pas parlé, c'est vrai, c'est que entre la deuxième et la troisième année, on doit réaliser un stage. Pour ma part, j'avais décidé de réaliser 2 stages. J'ai travaillé chez LM, qui est une agence de communication à Reims, pour laquelle on avait travaillé pour le Cabaret Vert. J'étais assez contente parce que c'est la première fois que j'avais du travail et qu'on me confiait des tâches. J'avais réalisé des flyers pour un concert à Neuchâtel-sur-Aisne, c'était plutôt cool. J'avais réalisé, du coup j'avais travaillé pour le Cabaret Vert. J'ai une vidéo où j'explique justement tout ce que j'ai fait pour le Cabaret Vert qui est sur YouTube. Donc déclinaison, bracelet, gobelet du festival. C'était vraiment une expérience très enrichissante et très... je me sentais vraiment honorée de pouvoir faire ça. J'ai dû faire des choses plus classiques, j'ai dû trouver des noms pour des livres, inventer des logos pour des livres, j'ai eu des réunions professionnelles pour savoir comment ça marche quand tu fais un devis, j'ai dû faire des illustrations et puis j'ai dû faire du web design aussi. Comme vous le savez vu que je vous le rabâche depuis des années, j'ai envie d'être graphiste pour le cinéma donc j'avais décidé de trouver un stage dans ce domaine. C'était hyper compliqué parce que je m'y étais mise dès le mois de décembre et j'avais rien du tout. Alors que j'avais cherché en France, en Angleterre, en Europe, tout le monde m'avait refusé. Mais j'ai réussi à trouver un stage à Paris. Là c'était vraiment quelque chose de hyper enrichissant parce que j'apprenais comment on travaille déjà au sein d'une équipe à gros budget d'un film ou d'une série. J'en parlerai peut-être dans une vidéo consacrée à ça, je vais pas trop m'attarder là-dessus. Mais c'était juste pour vous dire que voilà, on a dû faire des stages et des rapports de stage et le présenter à un oral devant les futures deuxième années.
En mai 2023 a eu lieu la 4e Biennale internationale de design graphique à Chaumont. Et évidemment, on est allé à l'ouverture. Un événement entièrement consacré au design graphique où on remet des prix, on découvre des artistes et on a vu la nouvelle identité graphique de la ville créée par Baldin J'ai Vu. Et on a assisté à un mini festival avec des bières, des feux d'artifice et des McDo à chaque repas. Bon, je suis très nulle pour mettre en valeur les choses, mais c'était cool. Et j'avoue, on s'est plus amusé qu'autre chose. C'était évidemment l'événement biannuel à laquelle tous les designers graphiques se rassemblent et peut-être le seul moment où la ville est vivante en fait. Mais si vous regardez la vidéo que j'ai sortie sur le road trip, vous en saurez un peu plus. Et oui, c'est vrai que j'ai fait que de parler des cours depuis le début de la vidéo, mais la vie étudiante et surtout les soirées sont bien présentes au sein de l'école. Toutes les semaines, les étudiants organisaient des pots avec des bières et parfois à thème. Soirée à la fin des workshops, soirée de parrainage, parce que oui, en 3e année, on devient parrain d'un étudiant de première année. En vrai, même si j'étais un peu absente à l'école les 2 dernières années, j'ai vraiment passé de super moments, fait de super rencontres. La vie au sein de l'ESSAD, c'est plus que des cours. Mais ça, vous le verrez dans mes vidéos l'année prochaine. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça peut vous inspirer pour certains projets. Ne vous inspirez pas des projets que j'ai foirés. Peut-être que ça vous a donné envie de, pourquoi pas, vous intéresser au design graphique, peut-être de rejoindre une école ou une section design graphique, ou peut-être juste de vous intéresser comme ça en mode oh, c'est sympa à regarder, je ne sais pas, ou d'en apprendre un peu plus. C'était l'avant-dernière vidéo fin de cycle, puisque si j'ai décidé d'intégrer un master, ce sera la dernière, j'ai bientôt fini les études. En tout cas, n'hésitez pas à aller voir mes autres vidéos dans ma playlist qui est consacrée à ce sujet. J'espère que ça vous a plu, que vous en avez appris pas mal et que vous avez aimé mes projets. En tout cas, merci d'avoir visionné jusqu'au bout si jamais vous êtes arrivé jusque là. Merci beaucoup. À bientôt.